Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vient de voir Emilia Pérez de Jacques Audiard qui est présentée en compétition. Alors c'est un drôle de film encore une fois, hein, décidément c'est un peu le fil rouge de ce festival. Donc Audiard vient de signer en fait une comédie musicale qui se passe donc au Mexique et qui suit la transition de genre de Emilia Pérez donc, et aussi un autre personnage un peu au centre du récit quand même qui est une avocate jouée par Zoé Saldana et qui est donc embauchée par en fait un chef de cartel un peu menaçant et mystérieux qui va en fait révéler son désir de devenir une femme. Alors Audiard on le connaît bien, on le voit un peu à chaque fois à Cannes depuis plusieurs années. La dernière fois c'était pour les Olympiades. Et là il arrive avec une comédie musicale en espagnol. Ce qui est un peu surprenant sur le papier. Marin, est-ce que la proposition d'Audiard t'a convaincu? Enfin, qu'est-ce que tu penses du film, de ce choix comme ça, de ce pari un peu? À mon avis, c'est un peu raté, mais c'est aussi un peu curieux. Le film se présente comme une sorte de telenovela d'Amérique du Sud, comme ça, avec un récit extrêmement surécrit, avec des quiproquos, des retrouvailles, des larmes, etc. Et puis ces numéros musicaux qui s'insèrent tant bien que mal dans le récit. À mon avis, c'est un peu déjà le principal problème du film, c'est qu'ils sont un peu à côté du récit quelque part, et on a l'impression qu'on assiste la plupart du temps à comme un film policier un peu outrancier auquel on a ajouté des numéros musicaux. Et ces numéros musicaux, ils m'intéressent quand même parce que le premier est vraiment assez fort avec L'ouverture du film voilà, dans les rues de Mexico. dans les rues de Mexico avec Zoé Saldana. Il y a vraiment une chorégraphie. La caméra un peu s'invite dans cette chorégraphie. Il y a notamment un truc que Audiard fait plusieurs fois avec sa caméra dans différents numéros du film qui m'intéresse assez, qui sont des plans où d'un coup il se rapproche d'un visage comme en rythme, comme si la caméra était un instrument à ce moment-là. Je trouve ça assez intéressant et assez neuf dans la manière de filmer des numéros musicaux. Mais malheureusement, dès que ces numéros s'éloignent un peu de quelque chose de dansé, quand ils sont simplement chantés, le film apparaît assez pauvre, et surtout il est pauvre surtout dans le reste des scènes du film qui me paraissent filmées assez platement. Ouais, qui quand même constitue une bonne partie du film. Enfin voilà, c'est Oui, pas oui, une comédie la musicale grande de partie A du à Z, film ouais. même. Enfin, c'est quand même Ouais. un film extrêmement bavard, et du coup, c'est un peu mi figue mi raisin sur la question de la comédie musicale. Et En fait, ouais. excuse-moi, mais en fait, c'est vrai que je me pose toujours la question quand je vois une comédie musicale, c'est comment s'inscrivent justement les numéros dansés, chantés dans l'économie du film en fait en général. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment, ça fait partie intégrante du récit? Là, ça me semble être l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt des parenthèses en fait qui viennent clarifier un état d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, le récit ne va pas progresser dans le numéro. C'est deux choses qui sont séparées. Le récit avance d'un côté, numéro chanté, il avance 5 minutes, numéro Oui, en dansé. fait, les Voilà. chansons ne font que réitérer ce que disent déjà ce que disent déjà les scènes dans lesquelles il y a des numéros. C'est-à-dire souvent c'est un dialogue qui commence, et puis on se rend compte qu'il y a une situation, et puis le numéro va appuyer sur cette situation. Là où effectivement peut-être les meilleures comédies musicales utilisent les chansons pour justement faire avancer le récit, apporter un pivot, permettre par le biais justement du passage à la chanson de dire des choses que les personnages ne seraient pas dit sans ce recours artificiel à la comédie musicale. Ouais, ce qui est pas du tout le cas ici, et c'est à moitié étonnant venant de la part d'Audiard. Moi, c'est pas un cinéaste, c'est un cinéaste dont j'ai vu beaucoup de films, malgré moi un peu. Enfin, c'est juste, voilà, il nous accompagne depuis des années, on va dire, et que en général, j'aime pas beaucoup ses films. C'est quand même quelqu'un qui, alors Josué l'explique dans son texte qui sera publié sur Criticat, voilà, dernièrement, essaie de se remettre à jour un petit peu. Voilà, il parle de reset, une des répliques qu'il y a dans le film, c'est ce dont Josué parle dans son texte, et c'est vrai que c'est juste, il y a un côté comme ça, un petit peu de cure de jouvence, toujours un petit peu. C'est les Olympiades, c'était déjà un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on suivait des jeunes en fait dans le 13e arrondissement de Paris. Là, pareil, il y a un côté quand même de parler de transidentité avec une comédie musicale un petit peu formaliste quand même sur les bords, enfin, voilà, avec une imagerie assez contemporaine, parce qu'il y a des images de téléphone portable, des clips, une séquence en karaoké. Enfin voilà, il y a toujours ce truc chez Audiard de se faire passer pour plus jeune qu'il n'est et de pas livrer les fictions qu'on connaît beaucoup mieux. Enfin, de cinéma à la base, c'était Un prophète, Dipan, voilà, des fictions assez, des fictions sociales, des drames sociaux assez lourds. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je me disais, qu'est-ce que va faire Audiard de ça, sachant qu'on le connaît plutôt pour un cinéma, on va dire, un peu viril quand même. C'est des bandes de mecs dans des sociétés un peu criminelles, qui, voilà, en marge de la société, qui, même dans Deux battes de mon cœur s'est arrêté avec Romain Duris, c'était déjà ça, voilà, c'était une espèce de marchand de sommeil, un peu crapuleux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, on est dans le milieu des cartels au début, le film va s'en écarter à un moment
où justement quand la transition s'opère en fait juste après, le personnage d'Emilia Pérez va avoir une sorte de rédemption un petit peu en faisant un peu l'inverse de ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire au lieu de tuer des gens, elle va essayer au moins de déterrer les cadavres pour donner une sépulture décente aux familles qui sont endeuillées. C'est d'ailleurs le mouvement le plus grotesque du film à mon avis, enfin, c'est un truc comme un peu mielleux qui s'installe, en plus c'est assez long, c'est vraiment une espèce de bloc de 40 minutes au milieu du film comme ça, assez ridicule. C'est vraiment l'envers, quoi. Enfin, il y a un côté comme ça, hyper, on retourne la feuille tout simplement pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est un point pas forcément majeur dans le film, mais en tout cas, Audiard finit malgré lui par revenir à des scènes de gros bras, quoi. Enfin voilà, il y a un moment des armes qui commencent à être chargées et la séquence d'ailleurs part un peu en scène d'action de manière un peu abracadabrantesque. Enfin voilà, il y a quand même des astuces de scénario hyper visibles et je trouve le film vraiment pas très fin du tout à aucun moment quand il s'agit de faire des difficile d'y croire dans le dernier mouvement en effet. Voilà, il y a un dernier mouvement un peu d'action où là je vois Audiard en fait. Voilà, il y a cette idée de vouloir faire ça mieux au début pour au final en fait faire exactement l'inverse. Si on suit le trajet du film, en fait il revient à ce qu'il sait faire depuis 20 ans, quoi. C'est vrai que je me suis un peu demandé devant le film ce qu'il était allé chercher en fait dans cette forme. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un défi qui s'est lancé à lui-même quelque part. Même si l'autre piste c'est que dans les Olympiades tu parles effectivement de cure de jouvence, il cherchait une sorte de bouillonnement qui pouvait être convaincant dans certains segments. Moi j'aimais un peu le segment avec Lucy Zhang, justement pour la découverte de cette actrice là, là où effectivement dans ce film il y a vraiment plusieurs couches de choses qui font qu'on a vraiment du mal à comprendre qui est l'auteur de ce film-là. Enfin, qu'est-ce qu'il vraiment il a voulu nous raconter, quoi. Ouais, et puis tu parles de Lucy Zhang, mais c'est intéressant que ces deux derniers films soient centrés sur des personnages féminins, alors que juste avant on avait les frères Sisters qui étaient un petit peu aux antipodes de tout ça, c'est-à-dire vraiment un monde sans femmes où à la fin on rentre chez sa mère. Avec le titre, en fait, le titre annonce finalement le désir de faire un film sur la transidentité, mais même sur la question de la transidentité, le film me fait un peu peur au début dans la manière de présenter ça un peu brut de décoffrage, un peu vraiment une idée, parce que je disais quoi, de telenovela vraiment extrêmement exagéré comme ça, prenant ensuite des accents justement un peu de Mrs. Doubtfire, quoi, le film avec Robin Williams, mais Mrs. Doubtfire, donc où il était aussi question d'un quiproquo, c'était un film de travestissement, pas de transidentité, et le film joue un peu là-dessus dans justement ces gros mensonges qui s'accumulent jusqu'à ce que qu'il n'y a plus tellement de sens à les accumuler en fait. Ouais, et puis alors ce qu'il en fait de la question de la transidentité, en fait il en fait un peu un moteur de mélange en fait général, c'est-à-dire que on vient mélanger des univers qui sont un petit peu aux opposés, le monde des cartels, une sorte de bourgeoisie un petit peu à Londres dans un petit passage. On vient mélanger évidemment le jour et la nuit. Enfin, il y a toutes ces questions des points très opposés, très binaires qui permettent pour lui en tout cas de proposer une sorte de récit un peu schématique qui en fait pour le coup pour moi montre en fait toute la faiblesse aussi de ce qu'il y a derrière les numéros musicaux. J'en aime quelques-uns quand même, je dois dire. Le premier, tu l'as cité. Il y en a un autre un peu plus loin dans le film qui s'inscrit dans une espèce de conférence en fait, de remise de prix, je sais pas trop ce qui se passe, où on a le personnage qui est joué par Zoé Saldana qui va passer de table en table et qui va se livrer une chorégraphie quand même là pour le coup que je trouve assez réussie. Mais en même temps, ce qui se passe narrativement dans cette séquence est sans intérêt. Vraiment, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire on a le numéro musical très réussi et de l'autre côté en fait le film qui avance de son côté et qui rate à peu près toutes les pistes un petit peu parallèles qui sont lancées au-delà de la seule question de son personnage principal, quoi, qui est il y en a deux, mais voilà, il y a toujours cette idée un petit peu de mélange qui finalement ne donne pas grand-chose. Donc je trouve le film quand même un peu décevant par rapport au pari qu'on évoquait tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu la question de la sincérité en fait. C'est-à-dire que quand je parle de telenovela, en fait, évidemment, ça n'en est pas une puisque c'est un film qui a coûté vraiment très cher. D'ailleurs, le film commence par vraiment énormément de cartons des différents producteurs. Le principe de la telenovela, c'est quand même d'être une fiction extrêmement pauvre et qui permet d'accepter avec des mauvais acteurs une mise en scène complètement procédurale et des espèces de justement d'atermoiements extrêmement outranciers. Là-haut, du coup, il y a toujours une distance pour moi dans le film et ça m'a fait penser, comme le film est presque principalement est en espagnol et que les chansons sont aussi en espagnol, ça m'a fait penser à ce film de John M. Chu, In the Heights, que j'aime beaucoup, qui pour le coup est vraiment un film premier degré qui assume
justement des sentiments aussi exagérés, tout ça, des personnages qui sont tous absolument sublimes, mais avec déjà une vraie effervescence dans les numéros. Enfin, il y avait vraiment des idées de mise en scène absolument géniales dans ce film-là, et justement un côté beaucoup plus sincère, beaucoup plus au premier degré, où là on a un peu l'impression d'assister à une métaphore aussi un peu. d'assister à quoi pourrait ressembler une comédie musicale en compétition à Cannes. Et c'est forcément une espèce de geste d'auteur comme ça, un peu vain, quoi. Il y a une espèce de vernis un petit peu pas vraiment sincère, quoi, qui parcourt le film. Ouais, en tout cas ça reste quand même malgré tout un film assez surprenant, c'est-à-dire que je pense qu'on le préfère au dernier. Oui, ça fait pas partie des pires films de la compétition. C'est pas complètement déshonorant, et c'est possible que ça plaise à pas mal de monde, je pense. Et le livret est inégal, mais il y a des chansons qui sont vraiment intéressantes aussi. Oui, donc on en retient quand même des choses. Au global, ça reste un film décevant. Je trouve qu'il en a pas vraiment sous la semelle, en fait. Il y a quelque chose comme ça d'une promesse qui est lancée dès le début du film, et après ça se ratatine assez vite dès qu'il est question de développer les personnages, alors qu'en plus c'est un petit peu le cœur du film. Le film, c'est pas du tout un film abstrait de danse, un petit peu on parlait de schématisme ou de symbole. En fait, quelque part, c'est un peu terre à terre sur certaines questions. Voilà, la question de la situation des cartels au Mexique est survolée de manière complètement superficielle, de manière presque un peu exotisante. Il y a quelque chose comme ça d'un peu, même surtout ce qui m'a le plus déçu peut-être, c'est par rapport au mélodrame dans le film. Moi j'aime assez le mélodrame, je peux être assez client de ces sentiments un peu outranciers. C'est la place des enfants. Il y a quand même une idée qui pourrait être bouleversante dans le film. Elle a 2 enfants et elle se fait passer pour leur tante ensuite, une fois qu'elle les retrouve 4 ans après avoir été séparée d'eux. Et en fait, les enfants ne sont jamais des personnages. Et c'est un peu un défaut récurrent de ce type de film un peu dramatique dans lesquels on inclut des enfants, c'est que les cinéastes adultes n'arrivent pas à les inclure vraiment. Et j'opposerais ça par exemple à un cinéaste comme James L. Brooks, qui quand il fait je sais pas pourquoi ça me fait quand même un peu penser à Spanglish, peut-être c'est toujours un peu l'espagnol qui traîne dans ma tête. Les personnages d'enfants comptent vraiment. Et ça circule en fait tout le temps, et là ça circule pas vraiment avec les 3 stars qui prennent un peu toute la place. Jacques Audiard reste un cinéaste âgé malgré lui, qu'il le veuille ou non, même s'il tente des opérations comme ça de redémarrage, on va dire. C'est un peu raté à notre avis. On se retrouve tout de suite pour la carte blanche, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle carte blanche, je vais vous parler du film de Jia Zhangke, Caught by the Tides, donc on pourrait traduire à pris par les marées, qui était présenté en compétition hier. Donc on a vu avec l'équipe et on a été assez surpris quand même du film qu'on a vu. Jia Zhangke, c'est quand même un auteur cannois assez établi, c'est-à-dire qu'il vient quand même avec des fictions souvent très charpentées, très impressionnantes sur les mutations de la Chine contemporaine des années 90 aux années 2010. Là, on a un film vraiment étrange, c'est-à-dire que moi je pensais vraiment en commençant le film qu'on allait voir un prologue de 10 minutes avec des archives qui datent donc de 2001, parce que ou 2002 je crois, le film commence vraiment au tout début des années 2000 avec des images documentaires, et je me suis dit c'est un prologue, et puis après la fiction va arriver. Et en fait le prologue, c'est pas du tout un prologue, ça dure 40 minutes. C'est une première partie qui est en fait centrée sur des images que Jia Zhangke a tournées dans les années 2000, qu'elles viennent de ses films documentaires, de Rush qu'il a tourné mais qu'il n'a pas utilisé dans ses films, ou de films de fiction qu'on a déjà vus. Donc il y a pour la première partie un film qui s'appelle Plaisir inconnu, qui occupe une place centrale. C'est un film assez peu vu de Jia Zhangke. Dans la deuxième partie, c'est pareil, le film continue après pendant 40 minutes avec un espèce de montage d'archives, un mash-up en fait, un remontage, notamment beaucoup de séquences qui sont tirées de Still Life, là pour le coup un film qui est un peu plus connu. Et puis on a une troisième partie, le film est coupé en 3 comme d'habitude chez Jia Zhangke, avec une partie contemporaine qui se passe juste après le Covid, où on voit donc 2 personnages qui ont été séparés pendant des années, qui se retrouvent. Le film suit en fait une sorte de mélodrame un peu, c'est pas du tout la grande qualité du film, c'est qu'on a une sorte de schéma de mélodrame muet, c'est-à-dire qu'on voit des personnages, on reconnaît certains visages dans les archives, mais on comprend pas trop ce qui se passe, parce qu'il y a quasiment pas de parole pendant 1 heure. On va avoir une sorte de mélodrame jazzankien, mais sous la forme d'un espèce de grand montage. L'une des choses qui m'a plu, parce que je ne vais pas développer forcément ici, c'est la plasticité des images que Jia Zhangke va monter. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que la première partie du film va être tournée avec une caméra DV, donc des petites caméras numériques qu'on utilisait au tout début des années 2000. C'est comme ça que les cinéastes chinois, parmi lesquels Wang Bing notamment, ont pu aussi tourner des films très tôt, je veux dire dans un contexte pas forcément évident pour la production de films en Chine.
Dans le deuxième segment qui se passe en 2006-2008, on va avoir plutôt des caméras SD, donc avec une définition plutôt standard, des caméras numériques comme on a l'habitude d'en voir. Et puis la toute dernière partie est en HD avec un espèce de numérique un peu laiteux, un peu flou, qui ressemble à une publicité ou à une espèce de spot touristique. Enfin, c'est très curieux. C'est pas du tout la partie la plus réussie, la troisième, mais en tout cas j'aime beaucoup la progression que ça dessine et ça raconte quelque chose de la Chine à travers la plasticité des images qui sont utilisées, notamment une sorte d'effacement, de la rugosité qu'on voit au tout début du film, hein, parce que quand il commence à filmer avec des caméras un peu DV, l'image est abîmée, mais aussi le pays est un peu une sorte de ruine en fait gigantesque, et on sent que tout ça va être rasé pour construire par-dessus des centres commerciaux très lisses, avec lesquels l'image numérique contemporaine d'aujourd'hui s'accorde. On dirait que c'est tourné avec un espèce de Canon 5D où tout l'arrière-plan est flou. Et voilà, on a une espèce de petite histoire plastique des caméras numériques qui s'accorde avec aussi les mutations forcément de la Chine contemporaine. Et en fait, ce qu'on voit aussi sous nos yeux, c'est une sorte de... En fait, c'est la texture du monde qui évolue sous nos yeux en 1h50. Et c'est quand même quelque chose d'avoir un film comme ça en compétition.